Sous le bluff, sous la poésie et les flashs, se trouve un homme entraîné, comme si chaque souffle en dépendait. Il n'est pas nécessaire de prononcer son nom, car quand vous mentionnez le plus grand, il n'y en a qu'un seul qui résonne à travers les âges. Muhammad Ali. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans plus tarder, commençons avec enthousiasme. Il s'entraîne à endurer, conquérir et se débarrasser des idoles. Il court juste avant le lever du soleil, hurlant dans l'obscurité. Il ne coupe pas du bois pour grossir, mais pour créer un rythme. Il a frappé l'ombre si longtemps que même son reflet s'est rendu. Quelle est la partie la plus dingue? Il a apprécié chaque seconde. C'est l'histoire de la façon dont il s'est entraîné avec une obsession, de la façon dont il a créé l'immortalité avec la sueur et la solitude, et pourquoi aucun guerrier aujourd'hui ne peut reproduire ce qu'il a accompli alors, maintenant ou auparavant. La médaille, avant le mythe, avant que le monde le sacrera comme le plus grand homme, n'était qu'un vélo volé et un enfant désireux de combattre. Louisville, Kentucky, en l'année 1954. Cassius Clay, 12 ans, est entré par effraction dans le commissariat, furieux que son chouine rouge ait été enlevé. Il ne cherche pas de l'aide, il veut se venger. L'officier de police qu'il a rencontré, Joe Martin, dirige un gym de boxe dans le quartier. Il a dit au garçon d'apprendre à combattre avant de se lancer contre quelqu'un. Le lendemain, Clay s'est présenté au Columbia Coliseum et ne s'est jamais retourné. Chaque matin, avant de l'école, il faisait 5 miles à vélo, pluie ou brillant, pendant que les autres jouaient. Il s'entraîne, alors que certains se plaignent qu'il demande plus. Joe Martin se souvient plus tard qu'il a été le premier à entrer et le dernier à sortir. Après avoir remporté la médaille d'or olympique à Rome, Clay, 18 ans, a trouvé le légendaire entraîneur Angelo Dundee. Dundee ne l'a pas façonné, il l'a amplifié. Ce que d'autres pensaient être des défauts, des mains basses et des pieds agités, Dundee pensait que c'était du talent. Ensemble, ils disséquent leurs adversaires et pratiquent des réactions précises. Leur processus est obsédé par l'élite de leur artisanat. Sa journée a commencé bien avant le lever du soleil, à 4h30 du matin, froid et calme. Il attache des bottes lourdes au lieu de basket et a couru au moins 5 miles, parfois 7 miles ou plus. Pas de gadgets, pas de moniteur, juste l'instinct, le courage et la respiration. Il trouvera au loin un arbre, une colline ou un pilier et se précipitera vers lui comme à la poursuite de la gloire, parce que dans sa tête, il était quelque part. Joe Frazier dormait et il disait « Et voilà moi », le laissant derrière lui. Pendant un hiver glacial à Deer Lake, en Pennsylvanie, Alley sprinte sur une route enneigée, son équipe le suit. Les phares illuminent le calme et il ne court pas en silence. Il récite des poèmes, prédit des batailles et donne du rythme à sa légende. Après le petit déjeuner et une courte pause, il est temps de se rendre à la salle de sport. Pas de poids, pas de gonflement. Il pense que les muscles supplémentaires vous ralentiront et que la vitesse est son épée. Son pouvoir vient de la routine. Des milliers de coups de poing, des combats interminables de tai chi jusqu'à ce que la sueur mouille le sol. Son speedbag rythme est comme du jazz. 15 minutes consécutives sans manquer de sac lourd. Il se déplace comme un danseur, jamais planté, toujours flottant, lentant des combinaisons tout en restant insaisissable. Puis, il y a la hatch de Deer Lake. Il a coupé du bois pendant des heures, travaillant sur la force du monde réel, les épaules et le cœur du dos. Cette puissance n'a pas impressionné le miroir, mais elle s'est révélée au 15e round alors que Frazier était encore en train de swinger. Un champion n'a pas besoin d'avoir l'air fort, dit Bondini Brown. Il doit être fort dans les moments de critique. Avant ou après, ce qui distingue Ali de tous les poids de lourd, c'est que son travail de pied est exceptionnel. Malgré sa hauteur de 6 pieds 3 pouces et son poids de plus de 200 livres, il se déplace comme un poids léger tous les jours. Il a passé plusieurs heures à s'entraîner au mouvement, sauter à la corde pendant 20 minutes consécutives, maîtriser la forme du pied et perfectionner son célèbre remaniement. Il a même installé un miroir plein longueur dans la salle de sport et l'a utilisé pour surveiller sa position. Il fera 12 tours consécutifs de shadowbox, disséquant chaque pivot et chaque pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il percera jusqu'à ce qu'il disparaisse. Son médecin de combat, Ferdi Pacheco, a dit un jour que la plupart des poids lourds étaient prêts à recevoir un point, alors qu'Ali s'entraînait à l'éviter complètement. Le remaniement des alliés n'est pas une exhibition, mais une arme tactique. Il le répète des centaines de fois par jour jusqu'à ce qu'il devienne une mémoire musculaire. Il s'entraîne avec des bottes plus lourdes que des chaussures de combat, de sorte qu'il se sent léger et rapide lors de la nuit de combat. La défense d'Ali n'est pas basée sur des gants. Il est construit sur la réaction, le timing et la ruse. Il esquivait avec de légers mouvements de tête, un pivot subtil et un jeu de pied élégant.
Il ne bloque pas uniquement les poings, il les laisse manquer d'1 centimètre. Pour entraîner cela, son partenaire lui donne un coup sur la tête, alors qu'il glisse avec le minimum de mouvement. Au fil du temps, cela s'est transformé en sa contre-attaque signature, en se penchant juste en arrière pour esquiver, puis en ripostant avec un coup droit. Il renforce son coup avec des mouvements isométriques, appuyant la tête sur l'entraînement de résistance pour absorber l'entorse. La corde est une célèbre tactique de drogue contre George Foreman et elle n'est pas spontanée. Il s'entraîne spécifiquement pour supporter ses barrages, luttant contre les cordes, travaillant son noyau, ses bras et sa détermination alors que son adversaire pleut de coups. Angelo Dundee a admis plus tard que le plan de Foreman avait pris plusieurs mois. Ali s'est laissé accepter cette blessure. Il s'assit sur une corde dans le camp et laisse les gens décharger jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Le génie d'Ali n'est pas seulement physique, son cerveau est une arme tout aussi puissante. Il étudie ses adversaires comme un détective, non seulement comment il frappe des coups, mais aussi comment il recule, bouge ou cligne des yeux. Il a appris à prédire les comportements, pas seulement à y réagir. En sparring, il permet que les touches ne soient pas perdues, mais plutôt étudie le rythme et anticipe les réactions. Il lutte contre leurs esprits et leur corps et les désarme avec sarcasme, intelligence et charme avant que la cloche ne sonne. Il est resté seul dans une pièce sombre pendant des heures, regardant les images floues des combats et enregistrant chaque mouvement. Ce n'est pas une reconnaissance, c'est une guerre psychologique. Il imaginait la scène de la salle de sport, comment contrer ce crochet de gauche, comment attirer un combattant impatient dans un piège. Son esprit est un champ de bataille et il planifie toujours 3 pas à l'avance. Ali pratique également la clarté mentale, la méditation, la poésie et la pensée tranquille. Son esprit revient en rugissant alors que son corps crie pour grâce. Continue! Dans le monde moderne, les combattants comptent sur les équipes, les psychologues du sport et les applications de performance. Ali avait plusieurs confidents proches et une volonté d'acier. En 1977, après avoir refusé de participer à la guerre du Vietnam, Ali a été privé de son titre et interdit de boxer. De l'âge de 25 à presque 29 ans, son apogée, il fut exclu du sport. Mais il ne s'est pas arrêté. Quand il prononce des discours à travers le pays. Il courait sans cesse à l'aube, jouant du tai chi dans sa chambre d'hôtel et fait l'aérobic seul. Son sparring, Eddie Jones, a dit d'un jour qu'il gardait sa forme. Pas en forme de combat, mais mieux que la plupart des combattants en service actif. Sa discipline n'a jamais ébranlé. Lorsqu'il est revenu en 1970, beaucoup s'attendaient à une version lente. Au lieu de cela, ils ont été témoins d'un guerrier élégant et raisonnable qui a passé toutes ces années à aiguiser son esprit. Avant d'affronter George Foreman dans Jungle Rumble en 1974, Ali était un perdant évident. Foreman détruit Fraser et Norton, qui ont tous deux vaincu Avery. Ali s'entraîne différemment. Il embauchait des partenaires de sparring qui imitaient la force brute de Foreman. Il se concentre sur l'absorption des plantes du corps. Il s'entraîne à supporter des blessures, non seulement physiques, mais psychologiques, afin que la punition ne l'ébranle pas lors de la nuit de la bataille. Il s'est également entraîné pendant plusieurs semaines au Zaïre, s'est habitué à l'humidité et a noué un lien avec les habitants, qui est devenu une partie de son avantage psychologique. L'année suivante, pour Manila Thriller, Ali a reçu une formation infernale. Sachant que la guerre brutale l'attendait, il a prolongé sa course à Whitmill sous la chaleur tropicale, a combattu plus de 200 rounds et s'est entraîné à contrôler le centre du ring, mentalement prêt à endurer la douleur et ne jamais se reposer. Les boxeurs d'aujourd'hui s'entraînent avec la science, des indicateurs de récupération, une nutrition précise et un calendrier par étapes. Mais dans cette optimisation, certaines choses originales ont été perdues. À l'époque d'Ali, il n'y avait pas de moniteur cardiaque, pas d'application, pas d'axe personnel. Il mangeait propre, s'entraînait longuement à travers la douleur et la persévérance et faisait des progrès conséquents. Les guerriers d'aujourd'hui coupent rarement du bois ou courent sur le gravier froid avec leurs bottes. Ils ne joueront pas 12 rounds de boxe d'ombre consécutifs et ne s'entraîneront pas 7 à 8 heures par jour. L'entraînement moderne est plus propre et plus intelligent, mais moins gritty. Spirituellement, les guerriers d'aujourd'hui vivent dans un monde de bruit, d'appels téléphoniques, de messages et de distractions. Ali trouve le focus dans sa solitude. Ses pouvoirs spirituels n'étaient pas gérés, mais forgés seuls dans le feu. Non seulement Muhammad Ali est né grand, il s'est entraîné pour devenir grand. Vivre des tempêtes de neige, des exils et des guerres, il s'est construit brique par brique. La discipline ne faisait pas partie de son entraînement, c'était sa formation. C'est pourquoi sa légende flotte toujours comme un papillon et pique comme la vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo!